film. Je sais pas qui l'a fait. Mais... Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept de Ailleurs 2? Rien n'est prévu par avance. C'est sans cesse, on est des nomades, on est de passage. Et l'idée, c'est vraiment de capturer la chose comme elle se présente. En fait, on parle de cinéma, il y a des cinémas qui sont très de l'instant. On parle du cinéma vérité, on parle du cinéma de guérilla. Ailleurs 2, Ailleurs d'ailleurs, c'est du cinéma épopée en fait, du cinépopée s'il y avait un terme. Du cinépopée, ouais. On court partout, on filme et on saisit la chose et on se sauve pour pas déranger plus le décor comme ses occupants naturels. On était sans cesse en mouvement en fait et dès qu'on voyait quelque chose, hop, on essayait de filmer. Si ça marchait pas, alors on allait ailleurs, on essayait de plusieurs plans, mais on était vraiment toujours en action. Mais c'est ça qui est magique, ça donne vraiment un côté féerique, tous les plans, on dirait que c'est pas ici quoi. C'est dans un monde parallèle. Oui, c'est ailleurs quoi, c'est l'idée d'ailleurs. C'est une chasse en fait, une chasse au trésor. Et on ne cherche pas de l'or, on va chercher de l'image, on va chasser de l'image. Et en fait c'est ça. Et une image, elle n'est pas éternelle. Ça c'est pas éternel. La lumière, les nuages, tel que c'était. C'est vrai qu'on a eu un temps particulièrement clément en fait pour tourner cet ailleurs-là. De toute façon on voulait se cantonner à ça, à juste beaucoup d'observation aussi. Et, d'apprécier le paysage comme il était, comme nous on le voyait en fait. Sur ça, on voyait des belles choses et on voulait absolument les montrer, tout simplement. Donc les filmer de la meilleure façon possible et garder cette lumière vraiment authentique. Et même l'idée de film, elle est presque secondaire, je dirais. L'idée, c'est juste de partir, se dire on va voyager, on va redécouvrir la Bretagne en l'occurrence, d'une autre manière, d'une façon plus peut-être paysagiste, plus paysager, je ne sais pas comment je pourrais dire, plus atmosphérique, et se dire, en plus on a une caméra. C'est-à-dire qu'on vit l'aventure au départ, on en profite, vraiment on se régale, et on ramène des images. Et des images qu'on s'interdit de regarder le temps du tournage. Oui, ça aussi c'est le défi. Comment est-ce que vous pourriez qualifier Ailleurs 2? Expérience. C'est une expérience, ouais. Une expérience audiovisuelle où, en fait, oui, en même temps, il y a des acteurs, il y a des décors, il y a une caméra, il y a un usage de la lumière, il y a un montage, de la musique par-dessus. Ça reste un film. Après, on peut décliner le film de 36 000 façons différentes, je pense, mais après, je crois qu'il faut rester simple. Ça reste un film, mais avec une approche différente qui est anti-scénarisée, anti-préparation à l'avance. Comment s'est fait le choix du matériel? Il fallait un appareil léger avec une bonne autonomie. Il fallait un appareil qui soit aussi robuste et un appareil qui accepte, parce que l'idée de l'anamorphique, avant, j'y pensais pas. Et j'y ai pensé après l'intervention du Steak Forest avec le repère. Et en fait, l'idée, c'était ça, c'était, oui, je vais tenter le jeu de l'anamorphique, et ça tombe bien, j'avais le GH4 sous la main avec lequel je travaillais avant, et puis il y a le mode dessus qui permet de filmer avec le bon format, le bon ratio, il y a le mode anamorphique tout simplement. Et j'ai tenté l'expérience. Mais avant ça, j'avais été séduit par les anciennes optiques, les optiques russes, l'Ether, Mir, Helios, Jupiter et compagnie, qui ont ce rendu très particulier. Il y a beaucoup de déclinaisons parmi ces optiques. On dit qu'il y a des bons crus en fonction des années, et je pense que c'est vrai. Et avec le complément anamorphique mis devant et sur le GH4, il y avait quelque chose d'intéressant. Je ne voulais pas des fausses barres noires. En fait, c'est ça. Il ne faut pas tricher. Je ne voulais pas ajouter un crop, je ne voulais pas ce genre de choses. Il fallait un vrai anamorphique avec un vrai rendu anamorphique. En fait, c'est une optique anamorphique qu'on dit c'était un x2. Et lorsque l'image était étirée et que je l'ai remise au bon ratio, que je l'ai tirée de l'autre côté pour retrouver les bonnes proportions, en fait, elle était un peu plus étirée que nécessaire. Parce que c'est du bricolage, parce que les données, elles tiennent à la virgule près. Ça aurait été plutôt même une optique, on va dire 1,8 ou 1,9 pour ceux à qui que ça parle, ces données-là, plus qu'un x2. Et donc on a des personnages un peu plus carrés de visage et un décor un peu plus panoramique que prévu. C'était la première fois que tu tournais en anamorphique? Première, ouais, la première. Qu'est-ce que ça a changé sur ta façon de tourner? Des choses assez géniales parce que, enfin, du moins pour ce système-là, parce que c'est un système qui a quelques contraintes. Au niveau de la mise au point, déjà pour la distance de mise au point, pour la façon aussi de faire le point, parce que du coup, il y a le complément anamorphique et il y a l'optique, et il faut jouer sur les deux et c'est très très galère. Il est nécessaire de faire des plans qui soient
faut que la bulle soit parfaite. Si jamais ça penche, il y a des déformations pas possibles qui se font, donc en fait ça a ajouté des contraintes. Mais des contraintes qui au final se sont révélées hyper intéressantes. Avec des optiques classiques, j'avais toujours tendance à faire ou des trop gros plans ou des choses comme ça. Là, le fait que si j'étais près d'un personnage, la mise au point était juste impossible, je devais garder une certaine distance. Et en fait, je trouve que l'anamorphique, avec ce ratio assez étrange, on a une proximité, mais aussi un peu une distance, et on respire. On peut faire des plans qui sont portraits, mais qui respirent par le côté un peu panoramique, par la distance. Maintenant, on va vous montrer quelques plans du court-métrage. Le but, ça va être de raconter une anecdote dessus ou d'expliquer comment vous êtes parvenu à ce résultat. J'aime beaucoup ce plan très sombre et pourtant cette douche de lumière, parce qu'on a tourné ça dans une maison abandonnée mais avec des débris absolument partout et genre j'étais avec ma jupe en train d'essayer de traverser ça. C'était à mourir de rire. Et il y avait une petite douche de lumière qui sortait d'un trou, pouf, c'était une espèce d'étable en fait et on a trouvé l'endroit tellement magique. Enfin, il y avait une ambiance dans cet endroit qui était vraiment chouette. On a tourné dans ces maisons abandonnées, dans ce coin-là. Et ce plan est super, ce réveil, et tu lèves la tête comme ça. Le réflecteur était en dessous, comment c'était placé déjà ? Je crois qu'on avait fait un truc en face et paf. De toute façon, il fallait qu'on s'adapte aussi à notre environnement. Il fallait grimper sur un truc, soit il fallait passer en dessous. Il fallait aller chercher la lumière, c'est ça. Voilà. Cette image, elle a été faite un petit peu pour un côté, enfin même beaucoup pour un côté esthétique, c'était le bokeh du complément anamorphique qui est mis devant l'optique. Pour avoir ce côté légèrement tournant et aussi ovale. Et c'était pour avoir un bokeh pictural en fait, un peu. Pour reprendre les termes de notre cher Homero du Repère d'ailleurs. Il parlait d'un bokeh pictural et là on le retrouve. Est-ce qu'il y a eu l'étalonnage sur ce plan ? Oui, c'était même pas l'étalonnage, c'était une mission de sauvetage parce que la balance des blancs, je ne l'avais pas faite et cet homme était vert. Donc il a demandé beaucoup de taf en matière d'étalonnage et donc oui, il y a eu des masques, il y a eu de l'étalonnage, il y a eu des zones, il y a eu beaucoup de petits ajustements un peu partout. Ce plan, il est merveilleux. Comment t'as fait pour conserver des détails à la fois dans les hautes et dans les basses lumières ? Alors ça, c'est un petit peu un miracle, je ne sais pas, parce que le GH4, il n'était pas du tout en mode log. Cette courbe qui permet de récupérer beaucoup d'informations dans les ombres et dans les hautes lumières. Donc du coup, c'était pas du tout le cas parce que le GH4 était paramétré en mode portrait. C'était en Rec 709 avec, je sais pas, il y a combien, peut-être 10 diaph, 5 diaph, je ne pourrais pas dire en dynamique. Mais j'ai essayé vraiment de faire gaffe à l'exposition, j'ai essayé de préserver mes hautes lumières. Parce qu'à mon sens, il est plus dérangeant d'avoir des blancs cramés que des noirs bouchés. Un noir bien noir, c'est pas un problème pour moi en tout cas. Et en post-production, j'ai pu récupérer ces infos-là. Pourtant au début, je flippais pas mal. Je voyais vraiment que le ciel était assez blanc et je me disais c'est assez foutu comme truc. Et non, en baissant un peu les courbes, en ajustant ça, et les détails sont revenus. On était littéralement au-dessus du vide. Mais vraiment, on pouvait tomber et on mourait. Et comme on ne voulait pas regarder le rush à la fin, on s'est dit qu'on va en faire plusieurs, comme ça on était sûr. Mais ouais, parce qu'il faut tenir, toi tu grimpais en plus, tu galérais. Il fallait réussir à installer la caméra avec le trépied dans ce côté rocailleux. Là, voilà, donc ça c'était super compliqué. Juste le terrain en fait, en soi était compliqué. Taper la bulle dans des terrains accidentés, et puis la scène de fin avec... parce qu'en fait, ils avaient tous un pied sur la pointe, ils avaient chacun un petit piton rocheux et ils avaient tous la jambe tendue et le pied en appui juste sur le piton. Et sur le plan de fin, je voulais monter et me poser à côté d'eux, sachant qu'eux étaient déjà placés. Et il fallait qu'à la fin de mon mouvement, je mette aussi le pied sur le piton. Mais j'avais les jetons, j'avais vraiment les jetons. Et il y a plein de moments où je piétinais, je me craquais, où j'avais du mal à tenir parce qu'effectivement, ça tombait bien. On ne dirait pas comme ça, mais... Il fallait que ce soit un pas assuré et du coup, des fois, tu étais genre « Ah, bon, on recommence !» Ah ouais, c'est la cata. On recommençait. Elle était balèze à faire. Pareil, préférence aussi pour les monts d'arrêt et puis une scène, un plan du moins exceptionnel. Et Valentin dira la suite, mais je vais raconter le début. Le début, c'était, je voulais intégrer en fait des animaux, des araignées. Et donc je filmais des araignées. Déjà, j'avais galéré à faire le point sur ces araignées. Et tout ce que je voulais qu'elles bougent parce qu'elles restaient immobiles. Il y avait que le vent en fait qui les faisait bouger. Et moi, je voulais un mouvement d'une araignée.
Et à un moment, l'araignée elle se met effectivement à bouger, mais elle bouge en fait pour déféquer. Donc j'ai attendu 15 minutes les pieds dans la flotte en attendant que l'éper veuille bien se déplacer. Donc ouais, elle se déplace, mais pour faire caca, un caca d'araignée. Donc sur le coup, j'ai gueulé, mais jusqu'à ce que Valentin trouve la fin. Bah, tu étais le seul individu sur 7 milliards d'individus à avoir filmé une araignée qui défèque via un anamorphique quand même. Donc en 4K, rien que pour ouais. ça, t'es unique, tu vois. Comment ça se passe, le montage d'une cinépopée? Le montage, c'est un paquet immense de rushs qui n'ont aucun lien logique à la base, à part des choses qui ont été pensées de façon très très vague pour créer un pseudo-lien sur le tas. Et puis aussi, c'est un pot de fichiers immense dû à la conversion ProRes aussi, pour conserver les qualités UHD. Et en fait, le truc qui a vachement aidé au niveau du montage, déjà, c'était au moins parfaire des mini-scènes avec les différents paysages visités. C'est-à-dire, il y a eu la scène du lac, il y a eu la scène où Mathilde sort de l'eau, il y a eu la scène avec le plan de fin dans les monts d'Arrée, la scène dans le bus. Il y avait un lien qui était graphique, en fait, qui était lié au décor. Un lien assez naturel. Et ce qui a emmené ensuite le côté un peu plus narratif, ça, c'était vraiment une question de feeling, une question aussi de tourner autour de ce chapeau. Bon, là, il bouge de cette façon-là, à la fin, il est là. Bon, à ce moment-là, il est là, il l'a plus, à quel moment on place les choses. Donc, il a donné un peu une chronologie. Et le dernier truc, enfin, l'élément qui a été primordial, c'est la musique. La musique dans Ailleurs, c'était un élément qui... Enfin, on changerait la musique. Je pense que c'est valable pour tous les films, mais là aussi... c'est elle qui fait la narration, c'est elle qui entraîne, c'est elle qui donne l'émotion, qui donne l'attention et qui porte les choses. Et en tout cas, sans musique, le montage aurait été, je pense, impossible. Un petit mot pour la fin. Il est possible de faire des films, il est possible de faire des choses intéressantes en n'ayant pas grand-chose comme matériel. Un appareil comme un GH4, ça coûte plus grand-chose maintenant. Des optiques, c'est les optiques qui coûtent quoi? Qui coûtent 50 balles, à part le complément anamorphique qui coûte beaucoup plus cher. Après, il y a différentes gammes également, mais avec un réflecteur, enfin c'est ça. Je crois que il est possible de faire des choses qui touchent, qui transmettent des émotions, parce que c'est ça, on peut transmettre une émotion par un message clair, mais on peut le faire aussi par des allégories, par des métaphores, par quelque chose qui, à partir du moment où c'est sincère, je pense qu'on peut toucher quelque chose, on peut toucher quelqu'un. Et c'est ça, c'est garder votre notion de l'épopée, du voyage, ayez votre appareil, pas grand-chose, ayez suffisamment de batterie pour tourner et pour rien manquer quand la nature vous offre en fait le spectacle. Et chopez-le et donnez-le, enfin donnez-lui l'âme que vous avez capturée sur le tas et faut la transmettre avec des artifices comme la musique, un étalonnage. Resolve, il est gratos, enfin on peut faire des choses intéressantes je pense et qui ne coûtent pas grand-chose.